Bon, là, je vais lire mes notes qui viennent du texte d'Isaiah Berlin. Et Berlin commence, comme disons dans le texte que vous avez sur Machiavel, par passer en revue des choses qui ont été dites sur Rousseau. Alors certains ont pensé que Rousseau était le philosophe qui avait eu la plus grande influence sur le cours de l'histoire réelle, qu'on peut lui attribuer en grande partie la Révolution française ou la naissance des systèmes politiques modernes. On peut dire en termes de relations internationales que c'est lui qui met un terme momentané mais important au biais pro-russe, c'est-à-dire que Voltaire et d'autres intellectuels comme Diderot avaient un fort biais pro-russe pour la monarchie russe parce qu'ils pensaient que c'était des modernisateurs et des défenseurs des Lumières et qu'ils essayaient de réformer des sociétés assez barbares. Ils n'ont jamais fait attention à la manière dont ces gens s'y prenaient, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à mettre tous les régimes monarchiques dans le même sac, et alors que, par exemple, l'Angleterre et la France avaient traité beaucoup mieux les rois d'Angleterre et de France traitaient beaucoup mieux leurs sujets, où les sujets avaient beaucoup plus de droits qu'en Russie, où fondamentalement la population n'avait absolument aucun droit. Rousseau, lui, s'en rend compte, par exemple, et lui, il écrit un livre à la gloire de la Pologne, qui est une victime de la Russie. Bon, pour dire donc, enfin, par toutes sortes de choses, que ce soit par ses livres théoriques, par ses livres de pensée générale ou par ses essais sur des problèmes particuliers, beaucoup de gens pensent qu'il est un philosophe qui a eu une influence énorme sur le cours de l'histoire. C'est à la fois exact, après on ne sait pas comment ça se calcule, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Marx, est-ce que c'est Tocqueville, c'est assez compliqué. Madame Stahl, si mes souvenirs sont bons, disait que c'est un philosophe qui n'a rien découvert, mais qui a tout enflammé. Là aussi, on voit de quoi on parle, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire dans l'ensemble qu'il a repris des thèmes connus des spécialistes ou de l'élite, et sa prose qui est à la fois froide, violente, passionnée, une prose extrêmement particulière. J'aime bien la manière dont Berlin l'a décrit. C'est son discours est extrêmement rationnel, mais c'est une raison qui ressemble à une camisole de force. On a l'impression qu'en fait Rousseau est un fou qui écrit des choses tout à fait folles, mais qu'il a réussi à les entourer d'une ceinture l'empêchant d'aller dans tous les sens, et cette ceinture est la raison. Mais voilà, il y a un truc. Il y a un truc, c'est plus. C'est un allumeur d'incendie, si vous voulez. D'autres disent, voilà, c'est un peu la même idée, que les philosophes s'adressaient à la raison et lui aux passions. Mais vous avez beaucoup de philosophes qui s'adressaient aux passions ou qui ont dit des choses extrêmement intelligentes sur les passions, dont Diderot, dont Hume. Et Rousseau, d'ailleurs, n'est pas en faveur de l'émotion débridée. Il fait partie des gens qui pensent que la raison unit et que les passions sèment la division. Euh, que les sentiments divisent les gens et que la raison les unit. Je vous signale, bon, bien entendu, l'un est meilleur philosophe que l'autre, que Gamal Abdel Nasser dit l'inverse et que ça peut se plaider l'inverse, c'est juste pour votre culture générale. C'est-à-dire que Nasser, dans Philosophie de la Révolution, Falsafah Tassawa, vous dira que la meilleure manière d'obtenir l'unité sacrée, c'est de parler aux sentiments, que c'est très facile de stimuler les sentiments et de dire, par exemple, je prends cet exemple que dit Nasser, Ya Aziz, comme Bataille de l'Inglise. C'est très facile, mais après, comment traduire ça en une politique raisonnée, essayant d'obtenir des résultats? Là, tout de suite, dès qu'on fait parler de la raison, qu'on sait très bien qu'on ne peut pas obtenir l'indépendance tout de suite, mais qu'il faut y aller pas par pas. Alors, comment y aller, faire des concessions, alors à quelle vitesse aller, quelles concessions faire, quand les faire, etc. Ça, c'est des propos rationnels. Et là, les divisions apparaissent. Que si on veut avoir la paix, plaire au peuple et maintenir l'unité nationale, on se contente d'organiser des manifestations et Aziz, comme Bataille l'Église. Rousseau, lui, dit l'inverse. Je veux être clair. Rousseau dit qu'au contraire, la raison permet d'arriver à un accord. Je sais, dans la conférence, dans les premières 20 minutes que vous avez eues, euh,
ce que je disais, c'est qu'il est un fils du XVIIIe siècle, où si on fait travailler la raison, on va découvrir une loi ou des principes qui expliquent tout. Et donc, et que si on ne les a pas encore trouvés, c'est parce qu'on ne réfléchit pas. Et je ne vous dis pas que le point de vue de Rousseau est faux, mais je signale juste qu'il y a un autre point de vue, et ça illustre ce que je dis, c'est que Rousseau est fils de son époque, ou qu'il y a quand même un parti pris qui est que il n'y a pas à une réponse, à une question, il n'y a qu'une bonne réponse. Et que une bonne réponse, si vous faites travailler votre tête, vous la trouvez, et que toute personne disant autre chose est forcément soit idiote, soit mal intentionnée. Donc il y a un peu ça. Rousseau n'est pas en faveur donc de l'émotion débridée, et pour lui, son argumentation est que les sentiments changent et que la raison reste la même. Si je, sur le registre, si je suis amoureux d'une femme, je vais trouver que c'est la plus belle femme du monde. Dès que je suis moins amoureux, je la trouverai ou jolie, ou pas moche, ou moyennement jolie, ou pas belle, etc., etc. Mais que ce sont les sentiments aveugles, quoi. C'est l'idée que les sentiments aveugles. Et que la raison, par contre, que la raison, elle, reste la même et elle est constante. Une fois qu'on a trouvé quelque chose en ayant recours à la raison, ça ne va pas changer. Mais encore une fois, c'est le prisonnier de son époque. Voyons, où suis-je? Rousseau dit que certaines questions de morale et de politique ont reçu des réponses contradictoires et que c'est la faute des sentiments. Que si les gens ne sont pas encore arrivés à un accord sur des questions politiques centrales, c'est la faute des sentiments, du fait qu'ils n'ont pas fait travailler leur tête. Et il faut donc pour lui poser ces questions dans des termes qui permettent d'y répondre. Il y a des manières de poser la question qui obligent à répondre et qui permettent de répondre de manière rationnelle et d'une manière permettant de dire qu'il n'y a qu'une réponse et que cette réponse est la bonne et qu'on peut se mettre d'accord. Pour lui, l'erreur est multiple, la vérité est une. Et vous avez évidemment des penseurs, je ne sais plus si c'était Bernard Manet ou Pierre Menant qui était venu nous faire une conférence quand j'étais étudiant, ça m'est arrivé, figurez-vous, d'être étudiant, et qui disait que, en fait, le problème de Rousseau, c'est qu'il pensait que la vérité est une et l'erreur est multiple, alors qu'on pouvait dire l'inverse, c'est-à-dire que la vérité est multiple et l'erreur est une. Bon, en fait, les deux sont multiples. Mais Rousseau fait partie des gens qui pensent que la vérité est une et l'erreur est multiple. C'est une phrase de Sartre, d'ailleurs. Voilà. Prenons par exemple le contrat social. L'idée du contrat social, je suppose que vous le savez, l'idée, le titre de son principal ouvrage, et qui, on vous dit, ah oui, Rousseau, c'est le type du contrat social. C'est pas lui. Le contrat social, c'est Thomas Hobbes. Sauf qu'il l'a radicalement changé. Il le fait changer de manière absolument radicale. Et par rapport à Locke, ça change de manière radicale. Alors vous allez me dire, ça veut dire qu'il a une anthropologie différente. Oui, il a une anthropologie différente, mais Locke et Hobbes avaient des anthropologies différentes. Ça veut dire l'un et des conceptions différentes de l'état de nature. Ça ne les empêchait pas, au fond, d'être d'accord sur la même idée. Et cette idée est celle de Hobbes et de Locke, parce que Rousseau précisément est contre. L'idée centrale du contrat social avant Rousseau, c'est la suivante. Vous troquez un peu de liberté, vous troquez un peu de liberté contre la sécurité. Que pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir être à l'abri, dans le cas de Hobbes, pour pouvoir avoir des droits, dans le cas de Locke, pour protéger des droits que vous avez déjà dans l'état de nature, mais vous avez besoin de renoncer à un peu de liberté. La différence entre les deux est que Hobbes, de par son anthropologie, de par le fait qu'il écrit dans une période de troubles importants, de guerre civile interne, a une tendance à dire, à sanctifier la sécurité, que c'est la chose la plus importante, ça me fait penser que je vais vous lire un texte de Foineau sur Hobbes, c'est très court, mais pour vous dire, pour résumer aussi Hobbes, j'en profite. Mais je finis cette phrase. L'idée centrale, c'est qu'il y a un troc. L'idée centrale qu'il y a un troc, c'est que si vous voulez avoir de la sécurité, il faut que vous renonciez à un peu de liberté. Alors, la différence étant, un peu de liberté, ça c'est pour Locke, et beaucoup de liberté, c'est pour Hobbes. Donc, Locke, lui, écrit dans un contexte de société pacifiée,
où le commerce s'est développé et comment vous dire, et où il y a une classe bourgeoise naissante. Et pour lui, le droit de la propriété est naturel, donc ça, beaucoup de monde le critiquera. Tiens, j'ai oublié de vous signaler que vous avez un très grand livre d'inspiration marxiste écrit par M. Macpherson qui s'appelle La théorie de l'individualisme possessif, mais qui est sur la philosophie britannique, hein, donc Hobbes, Locke, etc. Bon, je reviens. Locke, lui, est beaucoup plus attaché à la liberté que Hobbes, mais c'est le même principe. Il faut céder un peu de liberté ou beaucoup de liberté pour la sécurité, qu'on ne peut pas avoir les deux complètement. Rousseau, lui, n'est pas dans ça. Rousseau part du principe que la liberté est un tout indivisible, inséparable. Vous cessez d'être, vous renoncez à une part de liberté, vous n'êtes plus un homme. Vous n'êtes plus libre d'abord, et si vous n'êtes plus libre, vous n'êtes plus un homme. Ce qui caractérise l'homme, c'est le fait qu'il est libre. Si vous voulez, euh, c'est une phrase de Hegel, mais c'est la même idée, l'essence de l'homme est qu'il n'a pas d'essence. Vous vous faites, alors c'est pas tout à fait exact, mais c'est ce qu'il dit. Le fait est que vous vous construisez vous-même. C'est vous qui avez choisi d'entrer à Sciences Po, c'est vous qui choisissez le sport que vous faites. Évidemment, vous avez des qualités et des défauts naturels, mais vous pouvez travailler pour éliminer vos défauts, pour mettre en évidence vos qualités. Vous décidez si les autres vous passent dessus ou si au contraire vous êtes le chef, etc., etc. Donc, pour Rousseau, vous êtes fondamentalement libre et c'est un extrémiste, vous savez. Donc, on ne renonce pas à une part de liberté. On renonce à une part de liberté, on renonce à sa condition humaine. Donc, cette idée centrale de Hobbes et de Locke, l'idée du contrat social, qui est un troc ou un compromis, ou un peu on cède de la liberté pour avoir de la sécurité, ça pour lui c'est un truc absolument abject et il a une vraie obsession anti-Hobbes, qu'il prend à juste titre d'ailleurs pour le théoricien de la monarchie absolue, et la monarchie absolue c'est pas bien, c'est pas la même époque encore une fois, il y a facilement 100 ans entre eux, voire plus, et donc Hobbes pour lui c'est vraiment Satan. Alors le problème étant, on va y revenir, euh, le problème étant, bon, très bien, mais Rousseau est un type qui ne plaisante pas avec la morale et qui a une morale rigoriste, je pourrais dire en arabe hambeleya. C'est un type extrêmement strict sur ses histoires, à un point assez effrayant. Alors comment il combine les deux, c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais je profite alors du fait que j'ai parlé de Hobbes, j'ai trouvé un texte assez intéressant qui est le 4-4, la présentation du grand livre de Foineau sur Hobbes. Et c'est un résumé de la pensée de Hobbes pour, comment vous dire, actuellement le laisser un peu tranquille. Alors ça dit à peu près ce qui suit, c'est comment pouvons-nous vivre ensemble alors que nous sommes en désaccord sur la manière de vivre. Nous ne sommes pas d'accord sur comment vivre, alors comment vivre ensemble. Alors Hobbes va répondre, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est une vie réussie, une vie bonne, c'est précisément parce que nous ne sommes pas d'accord sur ça, qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, que nous devons penser la réalité politique en termes de souveraineté et de justice. On ne la pense pas en termes de vérité et de mensonge, on la pense en termes de souveraineté et de justice. Il refuse la réponse de Machiavel, qui est plus ou moins, il n'y a pas de morale en politique, ou il y a une morale spécifique à la politique. Il refuse celle de Platon, il n'y a pas de politique sans une idée du bien. Et il essaye de réfléchir sur les conséquences du fait qu'on est d'accord sur rien quand on parle de morale et de religion. Que nous avons des conflits moraux et religieux, que là, les compromis ne sont pas possibles. Je ne peux pas dire que pour avoir la paix, je vais dire que ma religion est fausse. Ça ne se fait pas. Et voilà. Alors la première des conséquences de cet état des choses est politique. Nous obéissons aux lois parce qu'il existe un État capable de nous y contraindre. La deuxième est anthropologique. Nous ne nous considérons pas comme des êtres sociaux, mais comme des individus. Nous sommes des individus. La troisième est juridique. Les règles de droit procèdent non d'une exigence de vérité. Ce n'est pas le domaine de la politique, ce n'est pas le domaine du droit de l'exigence de vérité, mais d'un souci de paix partagée. Ce qui est important, c'est la paix civile. Et la dernière est théologico-politique. C'est le souverain qui autorise l'expression publique du sentiment religieux. Il ne peut pas vous obliger
à changer de religion si vous ne voulez pas, mais il peut décider que cette religion parle, ou cette interprétation de la religion parle en public, celle-là n'a pas le droit de parler en public. Donc, c'est bête. À partir des concepts fondamentaux de Hobbes, on montre que si nos vies sont inquiètes, si les vies sont, ce que Hobbes dit, c'est si les vies sont extrêmement, nos vies sont anxieuses, nos vies sont fragiles, c'est parce que l'état de nature n'est jamais mort. Il est toujours naïm. El fitna naïm, el fitna mش ميتة, el fitna naïm. Et donc, il faut, comment vous dire, l'état léviathan nous protège, nous inspire de la crainte, et malheureusement, notre bonheur est essentiellement fait de succession de désirs. Et c'est pour ça qu'il faut lire Thomas Hobbes, c'est extrêmement important à ce niveau. Bon, je reviens à Rousseau. Donc toutes les réponses sur comment réconcilier liberté individuelle et autorité de la communauté, il cherche sa propre réponse. C'est-à-dire, pour lui, le débat entre Hobbes et Locke est un débat qui porte simplement sur les limites de l'un et les limites de l'autre. Mais ils sont d'accord sur l'idée qu'ils ne vont pas ensemble. Il y avait un débat du genre au Moyen-Âge sur est-ce que l'homme est naturellement bon ou l'homme est naturellement mauvais. C'est-à-dire, est-ce que le péché originel chrétien a vicié radicalement la nature humaine et il faut partir du fait qu'elle est mauvaise. Au XVIIIe siècle, la question n'est plus la même, mais quelle est la part de l'autorité et quelle est la part de la liberté? Et donc, est-ce qu'il y a un compromis qui est le bon? Est-ce que ça dépend de chaque société? Mais c'est ça le débat du XVIIIe siècle avant Rousseau, du XVIIe, XVIIIe siècle avant Rousseau. C'est où et quel est le bon compromis entre liberté et autorité, liberté et sécurité, etc. Pour Rousseau, cette approche ne fait pas l'affaire. Parce qu'il donne à la liberté et à l'autorité, aux deux termes respectifs, liberté et autorité, un sens très différent de celui que leur donnaient les anciens. En fait, Rousseau dit une chose et il fait comprendre une autre. On dirait qu'il reprend l'argumentation telle que l'a posée Hobbes et Locke, mais ce n'est pas vrai. En fait, ce qu'il raconte est absolument différent. Il emprunte le schéma ou les concepts venant de ses prédécesseurs, mais ce qu'il dit est totalement autre, et d'une manière assez inquiétante. Donc les mots sont à peu près les mêmes: liberté, contrat, nature, tous ces mots on les retrouve chez les autres. Mais liberté, pour lui, on ne peut pas dire qu'il faut limiter la liberté par crainte du chaos. C'est absolument inacceptable. Et il a tendance à penser que toute autorité est, ou si Locke dit qu'il faut limiter l'autorité par peur du despotisme, là aussi c'est inacceptable. Il faut une liberté très grande et une autorité très grande. La liberté est une valeur absolue. Dire qu'un homme est un homme et dire qu'il est libre. Si on lui renonce pas à sa liberté, il ne devient plus un homme. C'est autre chose. Et il a un argument logique, c'est si vous n'êtes pas libre, comment pouvez-vous être responsable? Il y a un jugement dernier, tous les chrétiens, tous les musulmans, tout le monde y croit. Si vous n'étiez pas libre, comment pouvez-vous être jugé responsable? C'est parce que vous êtes totalement libre que vous serez jugé avec énormément de sévérité par Dieu le Père. Par Dieu. Ça, c'est assez clair. Un homme, pour Rousseau, est quelqu'un de responsable et de totalement responsable. S'il n'est pas libre, il n'est pas responsable. Or, c'est la notion de responsabilité qui constitue l'essence de l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? C'est parce qu'il est libre et parce qu'il est responsable. S'il n'est pas libre, il n'est pas responsable. Vous voyez, ça a l'air parfaitement logique. Et donc,
On ne peut pas parler d'un ordre politique satisfaisant s'il n'y a pas de liberté, ou si la liberté est limitée. Et la notion de responsabilité morale implique que l'homme doit avoir la possibilité de choisir et de choisir librement. S'il y a contrainte, il ne choisit pas librement. Il ne choisit pas librement et on ne peut pas parler de jugement. S'il est sous la contrainte, il est absurde de dire qu'il choisit, et quelqu'un qui est incapable de choisir n'est pas un être humain, ou n'est pas un être humain à part entière. Ce n'est pas une question de bonheur ou de malheur. Un esclave peut être heureux, mais un esclave n'est pas libre. Ça n'a rien à voir. C'est une question de liberté. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, c'est essayer de se défiler du jugement dernier. C'est-à-dire, parce qu'on dira à Dieu, je n'étais pas responsable, j'ai obéi aux ordres. Donc pour lui, il n'y a pas de plaisanterie là. On ne renonce pas à sa liberté. La liberté est le fondement de l'être humain. Dieu nous a créés libres, et Dieu nous a créés libres, et il va nous juger en partant du principe que nous étions libres. Sinon, il n'y a pas de jugement possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut compromettre la liberté. On ne peut pas abdiquer un petit bout de liberté pour avoir la paix. Voilà, c'est à peu près ça. Céder un peu de sa liberté, c'est se déshumaniser. C'est mourir un peu. La liberté est le bien le plus absolu. Comparé avec Hobbes, qui est vivre en sécurité est le bien le plus absolu. Mais il est impossible de déclarer que la liberté est tout bonnement, comment vous dire, la condition idéale de tout être humain. Pourquoi? Parce que les hommes vivent en société ils ne sont pas libres. Alors, pourquoi ils doivent vivre en société? Ils donnent des explications qui varient ici et là, mais dans l'ensemble, aucune n'est convaincante. Voilà. Il y a une part aussi d'inégalité des dons naturels qui oblige les gens, alors c'est les explications qu'ils donnent, qui obligent les gens à céder parce que les plus faibles ont besoin de protection. Il y a l'explication par la sociabilité qui est donc celle d'Aristote. Vous avez l'explication par la coopération et la division du travail. Mais en fait, ils vivent en société et qui dit vivre en société dit il faut des règles. Mais le problème est que les règles, ça veut dire qu'il faut obéir. Donc c'est qu'on n'est plus libre. Il y a un problème. Une des caractéristiques de la règle de droit est qu'elle est contraignante. Je ne peux pas dire nul n'est censé ignorer la loi. Quoi. Je dis nul n'est censé ignorer la loi, je ne peux pas dire je ne savais pas. Alors comment rester totalement libre sans faire ce qu'on veut? C'est ça le problème de Rousseau. Un problème d'autant plus grave qu'il est culturellement calviniste. C'est-à-dire qu'il y a des règles de vie avec lesquelles il ne plaisante pas, et on ne plaisante pas, et il n'aime pas qu'on plaisante avec elles. Mais ces règles sont-elles compatibles avec la liberté? En plus, pour Rousseau, ces règles, Hobbes s'en sortait en disant que ces règles étaient des conventions. C'est nous qui avons, comment vous dire, c'est nous qui avons décidé que c'est des règles contraignantes. Donc, mais pour Rousseau, non, ce ne sont pas des conventions, ce sont des règles naturelles. Elles sont la loi de la nature. Faire le bien est une faculté inhérente à l'homme, d'accord? C'est l'homme est capable, et elle ne requiert pas de sciences naturelles, et les lois morales donc sont naturelles et absolues. Ma fiche Hazar fait un monde.